présente. Elle vous transmet toute son affection, elle vous embrasse très fort et vous savez combien elle vous aime. Donc voilà, elle a tenu à se faire représenter parce qu'elle était obligée de répondre à d'autres engagements. Et en tout cas, elle vous transmet tout son amour, toute sa considération et vous félicite une fois de plus. Dans le cadre de son projet Bobo féminin, elle vous a visité, vous le savez, vous êtes l'une des premières personnes auprès de qui elle est allée, pour montrer justement combien est-ce qu'elle considère ce type de femme que vous êtes. Nous avons vu ici défiler différents types de femmes, mais vous êtes parmi les femmes exceptionnelles et raison pour laquelle, en tout cas, elle a tenu à vous féliciter en ce jour particulier. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Faites des mineurs. Merci à mon église qui a bien pour ce trophée, un bouquet de fleurs et un paquet de cadeaux pour maman Kouziwa Bobo. Moi je suis dans le chant, je travaille. Alors, pour le deuxième cadeau, nous allons recevoir ici son Excellence Madame la Vice-Ministre des Finances, Madame Olège Télé, elle aussi a un cadeau pour maman Kouziwa Bobo. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre jeune dame, belle ministre des Finances? Les applaudissements ne sont pas à la hauteur, s'il vous plaît. Je vous ne pas vous fatiguer. Réseau des femmes débutés. C'est un tableau conçu par un jeune talent. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors nous avons également le cadeau de Madame la Directrice Générale de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est vrai qu'elle est partie, mais je crois qu'elle a laissé son cadeau. Elle est représentée ici, donc nous allons recevoir à présent le cadeau de notre maman de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je vous demande d'applaudir pour sa représentante. Merci beaucoup à Madame Sylvie Légué. Voilà, et nous allons prendre à présent Madame Liliane. Elle aussi, Madame Liliane Témona aussi va remettre un cadeau. Elle est membre du G100, l'événement régional des femmes leaders. Elle aussi va remettre un cadeau par la présence. Je salue la présence de membres de G100 ici dans la salle. Elle est la représentante de la Croix-Rouge en RDC. Merci Madame Liliane. Je salue la présence des mères de G100 dans la salle. Madame Liliane, elle est ambassadrice de la Croix-Rouge en RDC. Merci maman. Nous allons recevoir le pan Moseka, les pans des mamans Moseka. Nayoki tabato alobi susi ekokimisa yo Vasiliki na motema mosinga ya mazali
qui a voulu honorer notre maman avec un joli tableau. Donc rapidement, nous allons l'applaudir pendant qu'il sera en train de remettre son cadeau à maman qui s'est symbolise la lune de la vérité dans le travail. Donc, dans ce travail, nous voyons beaucoup plus la lune. Dans l'ancien temps de l'histoire, on savait qu'on nous disait que si vous regardez bien la lune, vous avez remarqué qu'il y a une femme qui transporte un enfant au dos avec le collier sur sa tête. Alors nous avons repris cette image pour dire aujourd'hui, nous avons représenté notre maman étant une référence dans le travail. Donc il est mère dans la famille et aussi elle a une très grande responsabilité dans notre pays. C'est une référence pour nous. Alors c'est pour cela que nous avons l'honoré à les remettre cette œuvre-là. Merci beaucoup. Et après notre artiste, je vais inviter le bourgmestre de la commune de Libété et son adjoint, évidemment. On l'avait dit ici que maman Catherine Jouzouabogo était aussi bourgmestre de la commune de Libété. Très respectueusement, monsieur le bourgmestre et son adjoint, votre cadeau. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Voilà. Ce cadeau est très symbolique. On avait dit ici que c'est Maman Djouz qui avait construit la commune de Libété. Alors la pierre qu'elle avait posée avant la construction, c'est ça. Merci beaucoup, mon bourgmestre. Sous vos applaudissements. Applaudissez pour Honorable Moussou. Salut, madame. L'ambassadeur Carlos. Bonjour à tout le monde. Gana Kaka pour Maman Christelle, la mona qui a zoka pour l'invitation. Ngana mungu na ici les bons yanga, la moni rose. Et aïe aïe ici nga ezaki maman qui a ici na mingai, na za lointain successeur na ye. Et na sina kenda kotala ye na ndako. Parce que na ye ki tanga dirigea qui province na biso de 72 à 75. Après nous aurons aussi le vieux Makolo Tchoubilai qui est devenu aussi mon ami. Nakina kotala ye yin tatunga marché ya sur mama ngana ye na ngana kadote na nini kaka pour ba être gouverneur na biso ya lelo docteur Ibadou Ngidi azo refaire marché wa alors cadeau na biso na je crois je vais lui en parler et vous allez tous à la nuit sur quel marché on a celui comme modernisé na ouais mais non na ça bazo tonga za na mena bon on a dit ce temps aussi là. Je prends cet engagement. Yo muto sili saka ki moyibi na bord. Muto aza mwana matali te moya ye bango ezate. Mama yo muto sili saka mo. Mais na voyez ce souvenir na nga ya munene. Na aboto makana bana basi. Même dans mon papa a moi c'est souka. En 1972 ou 73, tant qu'on a Congo, ils allaient à Zaïre. Tant qu'on a Mboka, na biso ils allaient à Mboka, mais en tout cas, tout le monde tout sur le maréchal. Papa maréchal, au kitaka l'hélicoptère na Kasamou. Ngana zalaka élève, na coupé ao, na kimamba. Au fait, na kinda kota la maman wana mona bana mona na ba livre et pas ya papa na parce que papa na zalaka député national. Na parlement ya 75 mazalaka pe eli na Kasavubu na awa na Kinshasa na 1965 donc souvenir na ngata ngalo na nga maman Djouz ya mbongo ezali na zana couper na ngai toki tozozela tango na ba gouverneur bazo tambola na hélicoptère et kitaka na hélicoptère na yaka pour rappeler au souvenir wana mais ce qui ressemble c'est ce qui wana te je crois que tango na yoki ke papa na bino azalaka bourgmestre ya Ndesha. Nga tango président qui n'a eu de na Kasai na kendaki kaka na commune ya Diulu na ya Libé.
Mais papa n'a pas le bourgmestre adjoint, il y a commune, il y a Ngiringiri, en 1965. Donc je crois que ressemblance sur la maman, nous vous devons d'ailleurs pour représenter par Congo News. Parce que tous les Congo ne parlent que bien de Salut madame. quand vous étiez là. Et l'émotion d'année, au sein de la campagne, la mission dans le rose, en terminant, quand on a eu un petit candidat, mais na kosala ndenge epai na biso na logosi ndenge bapesaka mbote ya mosiko poso bato bamoninga na tie boye bakandisa bayimaka kokwa mwana mwasi te epai na biso meme mwana moke ya mobali ya boye na logosi ya kopesa tili kontola masumu moko ezanga masumu epai ya mwana nseme bapesaka kaka mbote ya donc na mama oyo ya respect lokola yo vraiment maman merci pour tout ce que vous avez fait pour notre province vous engage. Merci beaucoup, honorable Béo Koussou. Mesdames et messieurs, très rapidement. Merci beaucoup. Honorable Winnie Wabino. Mesdames, Messieurs, Mesdames, totale ovation pour cette grande dame. Elle la mérite. Elle la mérite. D'une manière exceptionnelle. Si on peut se lever pour elle, si on peut se lever pour cette grande dame, elle la mérite. Maman, un mot. Avant tout d'abord, maman elle ne peut pas se taire. Cette dame qui a parlé pendant toutes les générations, elle a un petit mot. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de dire merci aux membres du Parlement rose, notamment sa présidente, l'honorable Christine Kwanga, pour cette belle initiative et surtout pour l'honneur qu'elle me fait de dédier la présente édition à ma modeste personne. Un grand merci, ma fille. Qu'est-ce que je vaux? C'est la question que je me suis posée lorsqu'elle est venue me voir à la maison pour échanger à ce sujet. En interprétant ces gestes d'amour de la part de ma fille, j'ai eu du mal à me situer. Sinon, j'ai compris que c'est la République qui m'appelle. Avec mon équipe, je me suis mise au travail pour vous préparer ces quelques lignes tirées de mes interventions antérieures, dans un décor différent, mais reste tout de même d'actualité. Je partagerai avec vous une petite expérience de ma vie politique, sortie de mon analyse personnelle. Il s'agit de la carrière politique pour une femme au Congo. Comme vous le savez, la femme a un rôle de choc primordial dans la société. Non seulement elle donne la vie, mais elle sait surtout la préserver de manière certaine. Elle contribue à forger la personnalité des futurs adultes. Au plan démographique, il est utile de préciser que la femme représente plus de 53% de la population congolaise. Il serait déraisonnable de continuer à penser le développement du Congo sans réserver une place équitable à la femme. L'histoire récente du Congo, avec ses guerres successives, n'est pas encourageante. Vu que le peu de progrès constaté a été réduit en ayant dans les sociétés plus traditionnalistes et particulièrement dans les milieux ruraux. Je ne peux donc débuter mon propos sans avoir
de ces violences. Vous m'excuserez. Je vous remercie. La guerre fait certes des victimes civiles, c'est souvent inacceptable. Cependant, la condition qu'elle impose aux femmes exige que des actions concrètes soient menées afin de bannir les violences faites aux femmes. Aucune cause ne se trouve grandie en bafouant la dignité des personnes les plus vulnérables. La liste des exactions infligées aux femmes est beaucoup trop longue. Viol, esclavage sexuel, torture, rape d'enfants, éclatement forcé des familles, entre autres. Que toutes ces femmes congolaises victimes innocentes des conflits trouvent ici l'expression de toute ma compassion. Honorable Excellence, chère sœur, j'aimerais maintenant vous donner mon appréciation sur l'évolution professionnelle de la Congolaise depuis l'époque coloniale. Après l'indépendance jusqu'à ce jour, je m'attarderai sur un secteur précis, celui de la politique. Dans cet exercice, je vais me permettre de relever les facteurs endogènes et exogènes qui ont empêché les Congolaises de se retrouver nombreuses dans les instances de décision et les inadéquations qui les ont retenues prisonnières en raison des différentes consignes politiciennes. Vous souffrirez que je me serve de mon exemple personnel, qui a fait de moi un témoin privilégié, qui a agi et vécu les événements dans l'arène politique même. Le résultat de ma rétrospective est que, trop souvent, certains acteurs politiques refusent de considérer la femme comme une partenaire à part entière, préférant se servir d'elle comme un marchepied ou pour remplir les meetings pour arriver au pouvoir ou pour la consolider. Lorsqu'on considère l'importance que revêt la politique, il y a lieu d'affirmer, sans peur d'être contredite, que ce métier noble n'est pas incompatible avec les rôles d'épouse, de mère et de femme. Au contraire, toutes ces conditions sont des atouts pour le succès de la femme en politique. Elles lui permettent d'appréhender plusieurs facettes de la société que la politique ambitionne de diriger. La situation de la femme congolaise des 60 dernières années n'a pas été du tout facile. La Congolaise a toujours relégué au bas de l'échelle, et cela depuis l'époque coloniale. Les colonisateurs préféraient scolariser les garçons et reléguer l'éducation de la femme au second plat. Et quand il a voulu s'en occuper, la femme était juste bonne pour les études ménagères. Pour preuve, vous retiendrez que dans les figures des cours de l'indépendance, il n'y avait aucune femme qui occupait une place proéminente. C'était les mêmes causes qui avaient produit les mêmes effets. Où était-elle dans sa propre famille, si ce n'est que cet enfant élevé différemment du garçon? Un enfant qui devait être préparé seulement au mariage, qui n'avait qu'une seule mission principale, celle de faire des enfants et de nourrir sa famille. La notion de femme était réduite au seul aspect de la maternité et de la vie conjugale. En fait, l'envers d'une même médaille, être au service de l'homme. Pendant ce temps, les garçons étaient envoyés à l'école, devaient être éduqués car, croyait-on, il est l'image et le futur de la famille. De nos jours, en dehors des grandes agglomérations, il y a encore beaucoup de parents qui évoquent la précarité des moyens pour ne pas envoyer la fille à l'école. Scolariser une fille est encore vu comme une dépense à perte. Pourtant, l'expérience démontre que la femme est beaucoup plus proche de la famille. Elles sont souvent tout aussi brillantes que les garçons à l'école. Elles sont très consciencieuses et entrepreneuses.
la vie précaire de leurs époux a contraint les épouses à devenir les principaux pourvoyeurs aux besoins du ménage. En outre, dans les milieux ruraux, il n'est pas rare de constater que les familles vivent souvent des travaux des champs qui sont exécutés principalement par les femmes. En dépit de la condition de minorité prolongée que la coutume impose à la femme, l'histoire retiendra qu'avec l'évolution des circonstances, elle a fait face à ses responsabilités avec détermination, rectitude et intégrité. Ces atouts et qualités sont, à mon sens, essentiels et indispensables pour être une bonne gestionnaire. Et si elles étaient nombreuses dans les instances de décision, elles peuvent matérialiser le concept de bonne gouvernance et prendre en charge la plupart des problèmes sociaux qui sont renvoyés au second plan. Très chère honorable Excellence, lorsque le président Mobutu arrive au pouvoir en 1965, il décida d'associer la femme à l'œuvre de l'éducation du pays. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes universitaires. La première était Mme Sophie Lionkanza. Cette volonté politique exprimée s'est matérialisée par sa nomination au poste de ministre d'État. L'expérience s'avéra concluante, car la femme prendra conscience qu'elle pourrait aussi accéder et assumer de hautes fonctions. Cette situation créait une émulation et les femmes décidèrent de créer des associations pour l'émancipation de la femme. La première, l'UFC, fut dirigée par Maman Maëka pour paix à son âme, et j'en fus la secrétaire générale. Ensuite, les femmes intégrèrent également le comité de base du mouvement populaire de la Révolution, où elles apprirent ensemble avec leurs collègues hommes l'essence de l'engagement politique, du civisme, du nationalisme et j'en passe. En 1967, ce mouvement d'émancipation va s'étendre un peu partout dans l'arrière-pays. C'est ainsi que le président Mobutu nomma 700 bourgmestres dans la capitale. Au nombre des heureuses promis, ma modeste personne fut retenue. Je devais ainsi le bourgmestre de la commune de Léopoldville. Je n'avais que 23 ans. Je dois reconnaître qu'il y a une part du destin dans mon parcours politique. Ma propre expérience part de ma curiosité en tant que fille d'un ancien bourgmestre. En effet, mon père, M. Henri Zouzikamane Chipuka, était le tout premier noir élu bourgmestre dans la commune de Mbécha en 1958 avant l'indépendance. C'était à Lumabourg, province du Kasaï central. Il fut sénateur de la première législature par la suite. Un autre parcours sans doute qui a fini par me convaincre de la nécessité de l'engagement politique dans ma détermination et ma volonté de servir la nation sans complexe de mon état d'âme de femme. Je dois aussi vous avouer que depuis le début de ma carrière, apprendre et entreprendre ont toujours fait partie de mes préoccupations. Car, comme on dit, ce qui est recherché et connu par soi-même est beaucoup mieux maîtrisé et bien assimilé. Après la nomination de cette bourgmestre, le processus s'est poursuivi par la nomination de femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Il me serait difficile de les citer
commissaires provinciaux, des commissaires urbains, des vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, des gouverneurs de la province du Congo central, actuellement province du Congo central, et des gouverneurs de la ville province de Kinshasa. Je suis également dans l'appareil du parti, membre du comité central et du bureau politique de BNP Parti État, vice-président du comité central, qui était l'équivalent du vice-président de la République. Plus récemment, pendant la transition, j'ai été en 2003 nommé ministre de la Solidarité et des Affaires coutumières, tout en demeurant président du BNP Affaires publiques. En tant que femme, je dois avouer que ce n'était pas œuvre facile d'évoluer et de percer dans un environnement éminemment masculin. Il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination et de volonté pour s'affirmer. Car dans les métiers ou dans la carrière politique, on ne se fait pas de cadeaux. La seule volonté politique du chef de l'État ne suffit pas pour vous protéger. Comme vous le savez, autour du chef qui est le centre de gravité, chacun a besoin de prouver son savoir-faire, au point qu'une hostilité latente affecte les relations. Le monde n'a pas encore changé. Le machisme interprète le moindre dérapage de la femme comme inhérent à la faiblesse de son genre. La réelle protection pour la femme doit être la compétence, la loyauté, la persévérance, le sérieux, la remise en question permanente en vue de pratiquer l'excellence. Ce n'est pas un secret. Il faut bosser 2 fois plus en tant que femme pour être reconnue et respectée sur le plan professionnel. Pendant la Deuxième République, nous saluons les efforts qui ont été faits par le président Mobutu en faveur de la femme. Il est tout aussi naturel d'attendre de nos jours certains discours qui dédaignent les avancées réalisées en dehors des 10 premières années de son pouvoir envers la femme. C'est encore plus outrageant quand il vous a été donné de côtoyer la plupart de ces dames, pionnières de la promotion de la femme. Tout n'était pas parfait, je reconnais, mais beaucoup de ces dames avaient mérité la confiance de la nation. Honorable Excellence, en 1990, période du début de la démocratisation du pays, il faut se rappeler que l'éducation politique était entachée de violences verbales et physiques qui ont fait très peur aux femmes. Pour la plupart, elles ont alors préféré se retirer de la vie politique active car elles ne se reconnaissaient pas dans ce type de combat peu respectueux de la dignité de ses compatriotes et pères. C'était plus une escalade verbale qu'un combat d'idées. Personnellement, je condamne cette attitude de repli, car, comme on le sait, choisir d'évoluer en politique, c'est aussi accepter de prendre le risque. La politique étant à tous égards un métier ingrat. Je partage l'idée selon laquelle que se complaire dans la nomination et refuser la compétition paraissait aux yeux des détracteurs de la femme comme une affirmation de leur faiblesse. Avec le multipartisme, on a vu naître une créée de présidents fondateurs de partis politiques, avec cependant très peu de femmes dans les directoires de ces nouveaux partis. Je dois avouer que c'est souvent le sourire qui me venait aux lèvres quand je voyais les postes de prédilection auxquels on les destinait. Trésorière, chargée de propagande ou porte-parole. Cela en disait long. Je dois reconnaître qu'être chef d'un parti politique dans notre pays n'est pas une chose facile, car tous les poids du parti au plan financier reposent sur le président. La notion de cotisation par les membres n'est pas encore très intégrée dans la coutume politique. Sans oublier la crise économique qui a rendu les militants vulnérables. Dans cet environnement, il est difficile
difficile de voir les femmes prendre l'option de créer des partis politiques. Celles qui pouvaient oser s'étaient réfugiées dans la société civile qui parfois obtenaient des subsides et l'appui de certaines organisations internationales. Mais je dois reconnaître qu'il y avait pourtant des femmes de courage et d'engagement telles que Maman Thérèse Fakassa et Maman Maïgani. À l'aube de la démocratie, tous les coups étaient permis. En ces temps-là, il fallait faire preuve de beaucoup de sagesse et de détermination pour ne pas tomber dans ces refus de l'autre. Il fallait refuser la médiocrité. C'est ici que la femme s'est montrée conciliante, diplomate, et a démontré qu'elle savait être un élément modérateur dans la discussion afin de permettre que les jeux politiques se placent sur le plan de combat d'idées plutôt que sur celui de la confrontation ou de l'adversité personnelle. De la longue période de la transition que nous avons connue sous la Deuxième République, la leçon à retenir est que les femmes étaient plus actives dans la société civile qu'en politique. Seulement, comme pour les périodes précédentes, elles se sont retrouvées en nombre insuffisant dans les institutions, ce qui rendait leur action de visibilité moindre et peu efficace pour peser sur le cours des événements. Nous avions dit que les femmes n'étaient pas nombreuses dans les directeurs politiques où se faisaient des stratégies. Cette absence explique qu'elles ne prendront que très peu part à l'histoire qui était en marche jusqu'au changement du régime du président Mobutu. Après l'avènement du régime de l'AFDEL en 1997, la plupart des femmes politiques avaient aussi choisi de chemin d'exil, sans véritable motif apparent, mais juste pour se mettre à l'abri en raison des rapports de violation des droits humains, d'exaction et d'expoliation qui se multipliaient. Pour ma part, j'ai choisi de rester sur place, sachant que cela pouvait entraîner des conséquences imprévisibles. J'étais consciente que mon statut de dignitaire du régime Mobutu serait utilisé, mais j'étais et demeure persuadée que ce pays appartient à tous les Congolais. Je me sentais prête à continuer mon engagement politique et à répondre ou justifier les cas échéants à tout questionnement. L'intolérance était telle que j'ai même risqué plusieurs fois de perdre ma vie. J'ai commis des agressions armées, les interrogatoires nocturnes dans les services de sécurité. 2 fois j'ai fait la prison, l'assignation en résidence surveillée et la perte de liberté pendant 287 jours et la confiscation de mes biens. Infliger pareil traitement à une femme confirme ce que je vous ai dit au début de mon allocution, qu'en politique dans nos pays africains, il faut s'attendre à des risques, que la vengeance peut aveugler un homme politique jusqu'à lui faire oublier qu'on est des adversaires et non des ennemis. Mon histoire démontre qu'une femme n'a pas voulu d'égard particulier par rapport à la collègue masculine qui avait choisi comme moi de ne pas quitter notre pays. Mais il fallait m'assumer. Il fallait assumer mon destin et mon engagement dans la dignité. Cela a été mon parcours jusqu'aux négociations politiques de Sun City avec son dialogue intercongolais. Honorable Excellence, chers compatriotes, lors du dialogue intercongolais, les femmes de la société civile et les politiques s'étaient battues pour faire peser la dimension genre. Nous avions obtenu écrit noir sur blanc que le partage du pouvoir équitable et que le partage du pouvoir devait être équitable et équilibré.
malgré le parrainage des Nations Unies, les leaders congolais ont préféré privilégier leurs intérêts égoïstes en recourant même à des moyens peu recommandables au détriment des accords qui étaient signés, donnant à la femme la possibilité de se retrouver à tous les niveaux de responsabilité. Et les écrits existent. C'est ainsi que lors de la mise en place des institutions de la transition après Saint-Cyclique, dans l'espace présidentiel, on a préféré y mettre des vice-présidents plus de l'Est au lieu de rechercher l'équilibre par la présence de la femme conformément à la teneur des accords politiques. Encore une fois, l'égoïsme masculin a gagné. Les chefs des composants ont sacrifié les femmes qui ne se sont pas retrouvées de manière paritaire dans les institutions. C'est cela la réelle politique. En Afrique, qui force la carrière de la politique, qui force la carrière de la femme politique. Cependant, malgré leur nombre limité, il faut même saluer le travail abattu par les femmes au Parlement et dans les autres institutions. Elles ont réussi, malgré la diversité et les difficultés, une fois encore, à faire inscrire dans la Constitution, spécialement dans les articles 14 et 15, les principes de la parité homme-femme. S'il est vrai que pour les fonctions électives, il est difficile d'exiger le strict respect de la parité, il n'est pas non plus moins vrai que dans les stratégies des partis politiques, ils peuvent mettre les moyens suffisants à la décision des femmes pour battre la campagne. Puisque nous avons constaté la parité, notamment dans notre Constitution, je pense que les partis politiques doivent l'appliquer telle qu'elle sans ménagement. La parité rejoignant les genres affirme le concept de l'égalité des chances. Nous conseillons à la CNI de ne pas recevoir les listes des partis politiques ou des regroupements politiques qui ne respectent pas la parité. En clair, j'exige que toutes les listes se conforment à cette disposition constitutionnelle. Exemple, si un parti ou un regroupement politique présente une liste contenant 100 candidats aux législatives, sénatoriales, présidentielles, etc., on doit avoir 50 candidatures féminines. C'est cela la parité en mon sens. Car nous avons les compétences de la vie nationale. Agir autrement suppose qu'on n'a pas quitté les sentiers de l'automatisme. J'invite donc toutes les autres institutions à emboîter les pas au président de la République Fathi, que lui n'a pas hésité dès que l'occasion s'est présentée pour honorer le combat de la femme. Et je suis fier de le dire que sur 57 membres du gouvernement, sans me répondre d'aider, 16 sont des femmes, soit 27%. Elles occupent de bons portefeuilles, même si nous avons perdu la vice-primature qu'occupait autrefois ma fille Eve Bazaï dans la Suisse. Les femmes qui ont été nommées sont braves et intelligentes. Il en est de même pour les femmes nommées à la tête de certaines entreprises comme la PGDA, sans oublier celle pour la toute première fois qui a été nommée gouverneur à la Banque centrale, Mme Kaleki Boulimalambo. Depuis l'événement au pouvoir, je n'ai pas appris une seule fois qu'une femme a été interpellée pour détournement de fonds. Je les encourage à continuer ainsi, toujours plus déterminés à mieux faire le travail quand on leur fait confiance. Elles sont en droit de compromission et je pense que l'IDF peut les témoigner. Sans avoir des idées préconçues, pour mon fils Jean-Michel Samoukonde, je voudrais croire qu'un jour, la RDC aura une femme comme
commandement. Il faut se passionner par ce que l'on fait. Sinon, on est vite démotivé et l'attention se relâche. En faire l'une des conditions de son propre épanouissement en tant que personne responsable au sein de la société et se convaincre qu'on est observé par d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, qui ont besoin de références. Quatrième commandement, il faut apprendre l'esprit du dialogue et accepter la contradiction, savoir écouter, travailler en équipe et adhérer à l'opinion de la majorité à l'occasion des prises de décision. Cinquième commandement, il faut avoir le courage de ses idées, qu'il convient de défendre dans la franchise et la sincérité, et également savoir revendiquer ses droits. Sixième commandement, il faut assumer pleinement ses responsabilités avec détermination et combativité, et notamment ne pas accepter de se laisser marcher sur les pieds ou sur ses plates-bandes. Septième commandement, il faut préserver soigneusement ses qualités morales intrinsèques, l'honnêteté, l'honneur, la dignité et la discrétion. Il faut développer l'autodiscipline comme pratique de vie. Huitième commandement, il faut s'approcher fermement aux principes pour triompher des états d'âme et garder le cap. Les principes constituent une fondation qui stabilise l'édifice. Neuvième commandement, il faut avoir des convictions et être prêt à les défendre, même au prix des sacrifices. Et enfin, dixième commandement, savoir concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle. La famille est ce qui vous reste quand vous avez tout perdu. C'est le noyau dur de votre âge politique. Nous devons regarder l'avenir et nous servir du passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Nous devons avoir de la mission pour le Congo. Les grandes idées font les grands hommes. Et les grands hommes, avec H majuscule, font des grandes nations. Pour notre aide, homme est pris dans son sens humaniste, faisant fi du genre, c'est cela l'humanité. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite une bonne chance à toutes les femmes engagées dans la politique et que vive le Parlement rose, et je vous remercie pour votre attention. Wow! Applaudissez s'il vous plaît. Quelle capacité de rendre un discours!